Imaginez un instant, vous recevez de l'argent, comme ça, régulièrement. Un revenu qui a l'air fiable. Mhm. Mais si cet argent, c'était pas vraiment un gain, si c'était plutôt des adieux déguisés. Des adieux. Oui, le dernier soupir d'une entreprise qui, en fait, vous rend votre propre argent avant de mettre la clé sous la porte, ça fait un peu froid dans le dos, non? Ah oui, présenté comme ça, c'est assez inquiétant. Bienvenue dans notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui explore justement cette zone d'ombre du revenu passif. Les fameux dividendes à haut rendement. Exactement. Ceux qui peuvent cacher de mauvaises surprises. Notre mission, c'est de démêler un peu le vrai du faux. Comment on distingue un flux financier qui tient la route d'une illusion qui peut coûter cher? C'est une excellente question. Fondamentale même. Et pour ça, on va s'appuyer sur un extrait précis, Texto 5, qu'il s'appelle. Il raconte une histoire assez parlante et surtout, il nous donne des clés d'analyse. D'accord. L'objectif est clair, en tirer les leçons essentielles pour savoir ce qui fait qu'un dividende est vraiment passif et surtout pérenne. Bon allez, on y va, on décortique ça. Parfait. C'est un sujet crucial, vraiment. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, je trouve, c'est qu'il pointe vraiment la différence entre percevoir de l'argent à court terme quoi, et construire une vraie richesse sur la durée. C'est ça. Alors, pour bien comprendre, on va suivre le fil du texte. On va commencer par cette anecdote, l'histoire d'un investisseur. Elle illustre parfaitement le piège. Oui. Ensuite, on identifiera les signaux d'alarme. Ces petits indices, tu vois, qui devraient nous alerter. Mhm. Après, on verra comment la technologie, l'IA notamment, est mentionnée comme un possible garde-fou. Intéressant. Et puis, on terminera sur le facteur humain. Notre propre psychologie, quoi, face à l'investissement, à l'impatience. Parfait comme feuille de route. Alors commençons par cette histoire. Elle se passe à Belo Horizonte en 2019. C'est un professeur de maths qui tombe sur ce qui semble être l'affaire du siècle. Ah, le genre d'annonce alléchante. Exactement. Une pub lui propose d'investir 1000 euros pour toucher 100 euros par mois. 100 euros par mois pour 1000 investis. C'est énorme. C'est ça, un rendement annoncé de 10% par mois. Ça fait 120% par an. Waouh. Avouez que ça fait rêver, hein, surtout quand on compare à un livret A. Ou même un rendement locatif classique, oui. Ça n'a rien à voir. Donc, il tente sa chance, il investit. Et j'imagine qu'au début, ça marche. Bah oui, tout se passe comme promis. Les 100 euros, ils tombent chaque mois. Pendant 2 ans, hein. 2 ans quand même. Oui, 2 ans. L'image parfaite du revenu passif, quoi. L'argent qui rentre sans rien faire, en apparence. En apparence, oui. Mais comme le souligne l'analyse de Texto 5, ce qui se tramait en coulisses, c'était beaucoup moins joli. C'est ça qui est fou. Ce professeur, visiblement attiré uniquement par le rendement, il ignorait complètement la vraie situation financière de l'entreprise. Il s'est pas posé de questions sur la source de cet argent. Apparemment pas. L'extra explique qu'elle accumulait les dettes, mais à un rythme effrayant. Et le pire, c'est que le dividende qu'il recevait, eh ben, il ne venait pas du tout des bénéfices de l'entreprise. Hein, Non. Il était financé par de nouveaux emprunts. d'accord. Là, on est au cœur du problème. C'est l'illusion totale. C'est ça. L'entreprise emprunte de l'argent pour le refiler à ses actionnaires. C'est un montage qui ne peut pas durer, évidemment. Ben non. Dès que les robinets du crédit se ferment, les banques, les créanciers, qui disent stop, tout s'écroule. Le château de cartes. Et la chute a été rude. Non seulement le dividende a disparu, comme ça, du jour au lendemain, Forcément. mais la valeur de l'action elle-même s'est effondrée. L'extrait parle d'une perte de 70% de la mise de départ. Aïe. C'est la catastrophe pour lui. Perte du revenu et du capital. Exactement. La double peine. Une leçon douloureuse qui illustre bien le risque, hein. L'auteur insiste là-dessus. Le problème, c'est pas le dividende en soi. C'est notre tendance à considérer tout ce qui rentre comme un revenu, légitime et durable, sans chercher plus loin. Oui. Et ça nous amène justement à la définition d'un vrai revenu passif que propose le texte. Et très parlante, cette définition. Il dit qu'un vrai revenu passif, c'est celui qui continue d'arriver même quand on l'oublie. C'est simple, mais c'est très juste, je trouve. Oui, c'est profond en fait. L'idée clé, c'est la persistance, indépendante de notre attention, de nos actions. Ça persiste parce que c'est basé sur quelque chose de solide, une activité économique, saine, rentable. Qui tourne toute seule en quelque sorte. Voilà, ça ne dépend pas d'artifices financiers temporaires comme s'endetter pour payer les actionnaires.
Ça, c'est fragile par nature, c'est voué à l'échec. C'est la différence entre cueillir un fruit sur un arbre bien vivant et distribuer l'argent de la caisse jusqu'à ce qu'elle soit vide. C'est exactement ça, l'image est bonne. D'accord, ça pose bien le problème. Alors comment on fait la différence concrètement pour pas tomber dans le panneau comme ce prof? Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Mhm. Le texte propose une sorte de petite checklist. 3 signes discrets, mais qui peuvent nous alerter, même si on n'est pas expert comptable. Le premier, c'est la stabilité du dividende versé. Tout à fait. L'auteur dit « méfiance si ça fait le yo-yo ». Le yo-yo. Oui, si une entreprise verse 50 centimes un trimestre, puis 2 euros le suivant, puis rien du tout pendant 6 mois, bon, ça c'est un signal d'instabilité. Soit de l'activité, soit de la politique de distribution. D'accord. Alors que les entreprises vraiment solides, celles qui ont des bénéfices réguliers, elles ont tendance à verser des dividendes peut-être moins spectaculaires, mais beaucoup plus réguliers, Prévisible. voire en légère hausse constante. La constance comme gage de santé, en gros. C'est ça. Cette régularité, c'est souvent un bon indicateur. Le fameux lentement mais sûrement. Mais est-ce qu'une petite fluctuation, c'est forcément mauvais signe? L'économie bouge après tout. Non, bien sûr, c'est une bonne nuance. Une légère fluctuation, surtout si elle est logique, si elle suit une tendance, une conjoncture, ce n'est pas le problème. Le danger, c'est vraiment les variations erratiques, fortes, imprévisibles. Ou les interruptions soudaines sans explication claire, genre on réinvestit massivement. La prévisibilité relative, ça reste un bon signe de maîtrise. Compris. Deuxième signal d'alerte dans l'extrait, le niveau d'endettement. L'endettement par rapport à l'argent que l'entreprise génère vraiment. Oui, L'image utilisée est forte si l'entreprise est belle dehors mais vide dedans. c'est parlant. Avec plus de dettes que de cash flow sain, le dividende risque d'être une façade. C'est un point plus technique, mais l'idée de fond est simple, oui. Une entreprise qui est écrasée par les dettes, elle doit utiliser une grosse partie de son argent pour rembourser ses créanciers, payer les intérêts, pas pour payer ses actionnaires ou investir. Logique. Donc, si la dette est trop lourde par rapport à ce qu'elle gagne vraiment avec son activité, payer le dividende devient risqué. Ça peut tenir un temps, pour faire bonne figure, mais ça fragilise l'entreprise. Et en cas de coup dur, c'est souvent le dividende qui saute en premier. Et on vérifie ça comment? Simplement. Bon, il y a des ratios financiers, genre dette sur fonds propres, couverture des intérêts. Mais même sans aller jusque-là, l'idée c'est de sentir si l'entreprise semble vivre au-dessus de ses moyens réels. Mais ce niveau de dette acceptable, j'imagine que ça dépend du secteur d'activité, non? Une boîte de service, c'est pas pareil qu'une usine. Absolument. C'est une excellente remarque. Les niveaux d'endettement normaux varient énormément. Les services sont souvent peu de dettes. L'industrie, l'immobilier, les infrastructures, beaucoup plus, car ils doivent financer des actifs très lourds. D'accord. Donc, l'important, c'est pas tant le chiffre absolu de la dette, c'est plutôt de le comparer aux entreprises similaires du même secteur. Et surtout, de vérifier si les profits, le cash généré, couvrent confortablement la dette et le dividende sur la durée. Très clair. Et le troisième et dernier signe silencieux, d'après Texto 5, le pourcentage des bénéfices qui partent en dividendes, le fameux taux de distribution. Oui, Le texte dit de faire gaffe si ça s'approche de 90 ou 100%. et c'est une question de bon sens en fait. Si une entreprise distribue tout ce qu'elle gagne, ou presque, Il ne reste plus rien. voilà, il reste quoi pour financer l'avenir? Pour innover, pour entretenir les machines, pour se développer, pour faire face à un imprévu. Pas grand-chose. Donc un taux de distribution très élevé, c'est peut-être sympa pour le revenu immédiat, mais ça peut signaler un manque de projet de croissance, une gestion un peu court-termiste, ou pire, que l'entreprise n'arrive pas à trouver d'investissement rentable. C'est l'analogie de la semence que j'ai bien aimée dans le texte. Manger toute sa récolte sans rien garder pour semer l'année d'après. C'est exactement ça. C'est une vision à très court terme. Ce qui ne grandit pas finit par disparaître, comme le dit l'auteur. Bon, ces 3 signes, stabilité, endettement raisonnable et taux de distribution pas trop élevé. Ce sont des indicateurs assez accessibles finalement. Oui, pour avoir une première idée. Mais le texte va plus loin. Il parle du rôle de la technologie, de l'IA, pour nous aider à repérer ces signaux. Oui, il évoque le fait que certaines plateformes de courtage, des applis financières, commencent à intégrer des outils d'IA. Alors, l'IA va nous dire achète ou vend. Non, non, attention, surtout pas. Faut être très clair là-dessus. Le rôle décrit, c'est plus celui d'un assistant vigilant, un système d'alerte automatisé. Un peu comme le voyant qui s'allume sur le tableau de bord de la voiture. C'est une bonne image, oui. L'IA peut analyser très vite d'énormes quantités de données financières, l'historique des dividendes, les ratios de dette, le taux de distribution et d'autres indicateurs.
Elle croise tout ça. Voilà. Et si, en se basant sur ces chiffres et sur ce qu'elle a appris des données passées, un dividende semble avoir un profil de risque élevé, l'appli pourrait le signaler. Juste un petit avertissement, un triangle par exemple. Des chiffres avec de la mémoire, c'est joliment dit dans le texte. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une prédiction, c'est une incitation à la prudence. Un outil pour nous dire, tiens, regarde ça de plus près. Fascinant. Mais est-ce que cette IA, elle peut vraiment tout voir? J'imagine qu'il y a des choses qu'elle ne capte pas. La qualité du patron, une innovation géniale qui arrive. C'est la limite fondamentale, et vous avez raison de la souligner. L'IA, ici, elle se base sur des chiffres, sur le quantitatif, le passé. Elle est très forte pour détecter des anomalies dans les chiffres. Mhm. Sont hyper importants pour juger de la vraie pérennité d'une boîte. Donc l'IA peut aider, mais elle ne remplace pas notre cerveau. Exactement. C'est un aide-mémoire, un premier filtre. Ça ne remplace pas une analyse plus fouillée et un jugement humain qui intègre ces aspects non chiffrables. Ok, l'IA comme outil, pas comme oracle. C'est noté. Mais même avec tout ça, les indicateurs, l'aide de l'IA, l'extrait pointe du doigt un autre ennemi. Peut-être le plus grand, Ah ouais. nous-mêmes. Notre propre impatience. Cette envie d'avoir tout, tout de suite. Et cette confusion entre l'argent qui tombe tous les mois et la vraie création de richesse à long terme. Ah ça, c'est un biais psychologique tellement puissant. La gratification immédiate. C'est ça. Recevoir un gros dividende, là, maintenant, c'est très séduisant. C'est concret, on le voit sur le compte. Ça rassure sur le moment. Et du coup, on est moins regardant sur la qualité financière. On peut être tenté d'ignorer les signaux d'alerte, oui, parce que le présent est confortable. C'est très humain. Et l'auteur oppose ça à une autre stratégie, plus patiente. Choisir des entreprises avec des dividendes peut-être plus modestes aujourd'hui. Mais qui sont saines, vrais bénéfices, peu de dettes, qui réinvestissent pour grandir, même si c'est plus lent. Tout à fait. Il donne un exemple simple mais très parlant. Imaginez A qui reçoit 20 € par mois d'une boîte solide en croissance lente et B qui reçoit 80 € par mois d'une boîte plus fragile qui vit à crédit. Au début, B est content, il gagne 4 fois plus, évidemment. Mais si au bout de, disons, 2 ou 3 ans, la boîte de B s'écroule, Évidemment. son dividende disparaît et il perd une partie de son capital. Pendant que A continue de recevoir ses 20 €, voire un peu plus chaque année si l'entreprise progresse. Voilà. Et la question que pose l'auteur, elle est percutante. Qui est vraiment le plus riche après 10 ans? La réponse est dans la question, j'ai l'impression. C'est celui dont le revenu a persisté, même s'il était plus petit au départ. C'est ça, celui qui reçoit encore quelque chose après 10 ans. Parce que son choix initial était basé sur la qualité, la durabilité, pas juste sur le rendement affiché à un instant T. Donc la persistance, c'est le mot-clé. Ça nous ramène à cette idée de ce qu'est la richesse en investissement. Est-ce que c'est encaisser beaucoup, vite, même si c'est risqué et temporaire, ou est-ce que c'est construire patiemment, brique par brique, un capital qui génère un revenu fiable et qui peut grandir? Le texte penche clairement pour la deuxième option. Sans ambiguïté, la vraie clé du revenu passif réussi, c'est sa persistance dans le temps. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? L'idée principale, c'est qu'un gros chiffre de rendement, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut même être trompeur. C'est le message central, oui. Il faut absolument regarder derrière, comprendre d'où vient l'argent et si la source est solide. La question à se poser finalement face à un dividende qui brille, c'est celle du texte. Est-ce un paiement ou sens des adieux? C'est exactement ça. C'est un changement de perspective nécessaire. Au lieu de demander combien ça rapporte maintenant, la vraie question pour l'investisseur long terme, c'est est-ce que cette boîte sera encore là et capable de me payer et idéalement plus dans 5 ans, dans 10 ans? C'est cette projection qui fait la différence. Oui, cette projection basée sur la qualité réelle de l'entreprise, ses bénéfices, sa dette, sa stratégie. C'est ça qui distingue l'investissement réfléchi de la chasse au rendement immédiat, qui est souvent plus proche de la spéculation. Le vrai revenu passif, celui qui construit la richesse, il persiste. Discrètement peut-être, mais sûrement. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour la route, inspirée par la fin du texte. Si le meilleur dividende, ce n'est pas forcément le plus élevé, mais celui qu'on peut presque oublier tellement il est fiable et pérenne. Cette idée de l'oubli. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour nous, investisseurs? Peut-être que notre énergie devrait moins aller à chercher le rendement maximum à court terme, Bien sûr. et plus à identifier des entreprises vraiment saines, en qui on peut avoir confiance sur la durée. C'est une excellente question. Et si le rendement immédiat n'est plus le critère numéro 1, alors quels autres facteurs deviennent essentiels? Oui. La qualité du management, la force de la marque, l'innovation, la bonne gouvernance.
Qu'est-ce qui construit cette confiance à long terme? Voilà, une piste de réflexion pour continuer à creuser. Imaginez un instant, vous recevez de l'argent, comme ça, régulièrement. Un revenu qui a l'air fiable. Mhm. Mais si cet argent, c'était pas vraiment un gain, si c'était plutôt des adieux déguisés. Des adieux. Oui, le dernier soupir d'une entreprise qui, en fait, vous rend votre propre argent avant de mettre la clé sous la porte, ça fait un peu froid dans le dos, non? Ah oui, présenté comme ça, c'est assez inquiétant. Bienvenue dans notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui explore justement cette zone d'ombre du revenu passif. Les fameux dividendes à haut rendement. Exactement. Ceux qui peuvent cacher de mauvaises surprises. Notre mission, c'est de démêler un peu le vrai du faux. Comment on distingue un flux financier qui tient la route d'une illusion qui peut coûter cher? C'est une excellente question. Fondamentale même. Et pour ça, on va s'appuyer sur un extrait précis, Texto 5, qu'il s'appelle. Il raconte une histoire assez parlante et surtout, il nous donne des clés d'analyse. D'accord. L'objectif est clair, en tirer les leçons essentielles pour savoir ce qui fait qu'un dividende est vraiment passif et surtout pérenne. Bon allez, on y va, on décortique ça. Parfait. C'est un sujet crucial, vraiment. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, je trouve, c'est qu'il pointe vraiment la différence entre percevoir de l'argent à court terme et construire une vraie richesse sur la durée. C'est ça. Alors, pour bien comprendre, on va suivre le fil du texte. On va commencer par cette anecdote, l'histoire d'un investisseur. Elle illustre parfaitement le piège. Oui. Ensuite, on identifiera les signaux d'alarme. Ces petits indices, tu vois, qui devraient nous alerter. Mhm. Après, on verra comment la technologie, l'IA notamment, est mentionnée comme un possible garde-fou. Intéressant. Et puis, on terminera sur le facteur humain. Notre propre psychologie, face à l'investissement, à l'impatience. Parfait comme feuille de route. Alors commençons par cette histoire. Elle se passe à Belo Horizonte en 2019. C'est un professeur de maths qui tombe sur ce qui semble être l'affaire du siècle. Ah, le genre d'annonce alléchante. Exactement. Une pub lui propose d'investir 1000 euros pour toucher 100 euros par mois. 100 euros par mois pour 1000 investis. C'est énorme. C'est ça, un rendement annoncé de 10% par mois. Ça fait 120% par an. Waouh. Avouez que ça fait rêver, hein, surtout quand on compare à un livret A. Ou même un rendement locatif classique, oui. Ça n'a rien à voir. Donc, il tente sa chance, il investit. Et j'imagine qu'au début, ça marche. Bah oui, tout se passe comme promis. Les 100 euros, ils tombent chaque mois. Pendant 2 ans, hein. 2 ans quand même. Oui, 2 ans. L'image parfaite du revenu passif, quoi. L'argent qui rentre sans rien faire, en apparence. En apparence, oui. Mais comme le souligne l'analyse de Texto 5, ce qui se tramait en coulisses, c'était beaucoup moins joli. C'est ça qui est fou. Ce professeur, visiblement attiré uniquement par le rendement, il ignorait complètement la vraie situation financière de l'entreprise. Il s'est pas posé de questions sur la source de cet argent. Apparemment pas. L'extra explique qu'elle accumulait les dettes, mais à un rythme effrayant. Et le pire, c'est que le dividende qu'il recevait, il ne venait pas du tout des bénéfices de l'entreprise. Hein? Non. Il était financé par de nouveaux emprunts. D'accord. Là, on est au cœur du problème. C'est l'illusion totale. C'est ça. L'entreprise emprunte de l'argent pour le refiler à ses actionnaires. C'est un montage qui ne peut pas durer, évidemment. Ben non. Dès que les robinets du crédit se ferment, les banques, les créanciers, qui disent stop, tout s'écroule. Le château de cartes. Et la chute a été rude. Non seulement le dividende a disparu, comme ça, du jour au lendemain, Forcément. mais la valeur de l'action elle-même s'est effondrée. L'extrait parle d'une perte de 70% de la mise de départ. Aïe. C'est la catastrophe pour lui. Perte du revenu et du capital. Exactement. La double peine. Une leçon douloureuse qui illustre bien le risque. L'auteur insiste là-dessus. Le problème, c'est pas le dividende en soi. C'est notre tendance à considérer tout ce qui rentre comme un revenu, légitime et durable, sans chercher plus loin. Oui, Et ça nous amène justement à la définition d'un vrai revenu passif que propose le texte. et très parlante cette définition. Il dit qu'un vrai revenu passif, c'est celui qui continue d'arriver même quand on l'oublie. C'est simple, mais c'est très juste, je trouve. Oui, c'est profond en fait. L'idée clé, c'est la persistance, indépendante de notre attention, de nos actions. Ça persiste parce que c'est basé sur quelque chose de solide, une activité économique, saine, rentable. Qui tourne toute seule en quelque sorte. Voilà, ça ne dépend pas d'artifices financiers temporaires comme s'endetter pour payer les actionnaires.
Ça, c'est fragile par nature, c'est voué à l'échec. C'est la différence entre cueillir un fruit sur un arbre bien vivant et distribuer l'argent de la caisse jusqu'à ce qu'elle soit vide. C'est exactement ça, l'image est bonne. D'accord, ça pose bien le problème. Alors comment on fait la différence concrètement pour pas tomber dans le panneau comme ce prof? Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Mhm. Le texte propose une sorte de petite checklist. 3 signes discrets, mais qui peuvent nous alerter, même si on n'est pas expert comptable. Le premier, c'est la stabilité du dividende versé. Tout à fait. L'auteur dit « méfiance si ça fait le yo-yo ». Le yo-yo. Oui, si une entreprise verse 50 centimes un trimestre, puis 2 euros le suivant, puis rien du tout pendant 6 mois, bon, ça c'est un signal d'instabilité. Soit de l'activité, soit de la politique de distribution. D'accord. Alors que les entreprises vraiment solides, celles qui ont des bénéfices réguliers, elles ont tendance à verser des dividendes peut-être moins spectaculaires, mais beaucoup plus réguliers, Prévisible. voire en légère hausse constante. La constance comme gage de santé, en gros. C'est ça. Cette régularité, c'est souvent un bon indicateur. Le fameux lentement mais sûrement. Mais est-ce qu'une petite fluctuation, c'est forcément mauvais signe? L'économie bouge après tout. Non, bien sûr, c'est une bonne nuance. Une légère fluctuation, surtout si elle est logique, si elle suit une tendance, une conjoncture, ce n'est pas le problème. Le danger, c'est vraiment les variations erratiques, fortes, imprévisibles. Ou les interruptions soudaines sans explication claire, genre on réinvestit massivement. La prévisibilité relative, ça reste un bon signe de maîtrise. Compris. Deuxième signal d'alerte dans l'extrait, le niveau d'endettement. L'endettement par rapport à l'argent que l'entreprise génère vraiment. Oui, L'image utilisée est forte si l'entreprise est belle dehors mais vide dedans. c'est parlant. Avec plus de dettes que de cash flow sain, le dividende risque d'être une façade. C'est un point plus technique, mais l'idée de fond est simple, oui. Une entreprise qui est écrasée par les dettes, elle doit utiliser une grosse partie de son argent pour rembourser ses créanciers, payer les intérêts, pas pour payer ses actionnaires ou investir. Logique. Donc, si la dette est trop lourde par rapport à ce qu'elle gagne vraiment avec son activité, payer le dividende devient risqué. Ça peut tenir un temps pour faire bonne figure, mais ça fragilise l'entreprise. Et en cas de coup dur, c'est souvent le dividende qui saute en premier. Et on vérifie ça comment? Simplement. Bon, il y a des ratios financiers, genre dette sur fonds propres, couverture des intérêts. Mais même sans aller jusque-là, l'idée c'est de sentir si l'entreprise semble vivre au-dessus de ses moyens réels. Ce niveau de dette acceptable, j'imagine que ça dépend du secteur d'activité, non? Une boîte de service, c'est pas pareil qu'une usine, hein. Absolument. C'est une excellente remarque. Les niveaux d'endettement normaux varient énormément. Les services ont souvent peu de dettes. L'industrie, l'immobilier, les infrastructures, beaucoup plus, car ils doivent financer des actifs très lourds. D'accord. Donc, l'important, c'est pas tant le chiffre absolu de la dette, c'est plutôt de le comparer aux entreprises similaires du même secteur. Et surtout, de vérifier si les profits, le cash généré, couvrent confortablement la dette et le dividende sur la durée. Très clair. Et le troisième et dernier signe silencieux, d'après Texto 5, le pourcentage des bénéfices qui partent en dividendes, le fameux taux de distribution. Oui, Le texte dit de faire gaffe si ça s'approche de 90 ou 100%. et c'est une question de bon sens en fait. Si une entreprise distribue tout ce qu'elle gagne, ou presque, Il ne reste plus rien. voilà, il reste quoi pour financer l'avenir? Pour innover, pour entretenir les machines, pour se développer, pour faire face à un imprévu. Pas grand-chose. Donc un taux de distribution très élevé, c'est peut-être sympa pour le revenu immédiat, mais ça peut signaler un manque de projet de croissance, une gestion un peu court-termiste, ou pire, que l'entreprise n'arrive pas à trouver d'investissement rentable. C'est l'analogie de la semence que j'ai bien aimée dans le texte. Manger toute sa récolte sans rien garder pour semer l'année d'après, C'est exactement ça. C'est une vision à très court terme. Ce qui ne grandit pas finit par disparaître, comme le dit l'auteur. bon, ces 3 signes, stabilité, endettement raisonnable et taux de distribution pas trop élevé. Ce sont des indicateurs assez accessibles finalement. Oui, pour avoir une première idée. Mais le texte va plus loin. Il parle du rôle de la technologie, de l'IA, pour nous aider à repérer ces signaux. Oui, il évoque le fait que certaines plateformes de courtage, des applis financières, commencent à intégrer des outils d'IA. Alors, l'IA va nous dire achète ou vends. Non, non, attention, hein, surtout pas. Faut être très clair là-dessus. Le rôle d'écrit, c'est plus celui d'un assistant vigilant, un système d'alerte automatisé. Un peu comme le voyant qui s'allume sur le tableau de bord de la voiture. C'est une bonne image, oui. L'IA peut analyser très vite d'énormes quantités de données financières, l'historique des dividendes, les ratios de dette, le taux de distribution et d'autres indicateurs.
Elle croise tout ça. Voilà. Et si, en se basant sur ces chiffres et sur ce qu'elle a appris des données passées, un dividende semble avoir un profil de risque élevé, l'appli pourrait le signaler. Juste un petit avertissement, un triangle par exemple. Des chiffres avec de la mémoire, c'est joliment dit dans le texte. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une prédiction, c'est une incitation à la prudence. Un outil pour nous dire, tiens, regarde ça de plus près. Fascinant. Mais est-ce que cette IA, elle peut vraiment tout voir? J'imagine qu'il y a des choses qu'elle ne capte pas. La qualité du patron, une innovation géniale qui arrive. C'est la limite fondamentale, et vous avez raison de la souligner. L'IA, ici, elle se base sur des chiffres, sur le quantitatif, le passé. Elle est très forte pour détecter des anomalies dans les chiffres. Mhm. Sont hyper importants pour juger de la vraie pérennité d'une boîte. Donc l'IA peut aider, mais elle ne remplace pas notre cerveau. Exactement. C'est un aide-mémoire, un premier filtre. Ça ne remplace pas une analyse plus fouillée et un jugement humain qui intègre ces aspects non chiffrables. Ok, l'IA comme outil, pas comme oracle. C'est noté. Mais même avec tout ça, les indicateurs, l'aide de l'IA, l'extrait pointe du doigt un autre ennemi. Peut-être le plus grand, Ah ouais. nous-mêmes. Notre propre impatience, cette envie d'avoir tout, tout de suite. Et cette confusion entre l'argent qui tombe tous les mois et la vraie création de richesse à long terme. Ah ça, c'est un biais psychologique tellement puissant. La gratification immédiate. C'est ça. Recevoir un gros dividende, là, maintenant, c'est très séduisant. C'est concret, on le voit sur le compte. Ça rassure sur le moment. Et du coup, on est moins regardant sur la qualité financière. On peut être tenté d'ignorer les signaux d'alerte, oui, parce que le présent est confortable. C'est très humain. Et l'auteur oppose ça à une autre stratégie, plus patiente. Choisir des entreprises avec des dividendes peut-être plus modestes aujourd'hui. Mais qui sont saines, vrais bénéfices, peu de dettes, qui réinvestissent pour grandir, même si c'est plus lent. Tout à fait. Il donne un exemple simple mais très parlant. Imaginez A qui reçoit 20 € par mois d'une boîte solide en croissance lente et B qui reçoit 80 € par mois d'une boîte plus fragile qui vit à crédit. Au début, B est content, il gagne 4 fois plus, évidemment. Mais si au bout de, disons, 2 ou 3 ans, la boîte de B s'écroule, Évidemment. son dividende disparaît et il perd une partie de son capital. Pendant que A continue de recevoir ses 20 €, voire un peu plus chaque année si l'entreprise progresse. Voilà. Et la question que pose l'auteur, elle est percutante. Qui est vraiment le plus riche après 10 ans? La réponse est dans la question, j'ai l'impression. C'est celui dont le revenu a persisté, même s'il était plus petit au départ. C'est ça, celui qui reçoit encore quelque chose après 10 ans. Parce que son choix initial était basé sur la qualité, la durabilité, pas juste sur le rendement affiché à un instant T. Donc la persistance, c'est le mot-clé. Ça nous ramène à cette idée de ce qu'est la richesse en investissement. Est-ce que c'est encaisser beaucoup, vite, même si c'est risqué et temporaire, ou est-ce que c'est construire patiemment, brique par brique, un capital qui génère un revenu fiable et qui peut grandir? Le texte penche clairement pour la deuxième option. Sans ambiguïté, la vraie clé du revenu passif réussi, c'est sa persistance dans le temps. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? L'idée principale, c'est qu'un gros chiffre de rendement, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut même être trompeur. C'est le message central, oui. Il faut absolument regarder derrière, comprendre d'où vient l'argent et si la source est solide. La question à se poser finalement face à un dividende qui brille, c'est celle du texte. Est-ce un paiement ou sens des adieux? C'est exactement ça. C'est un changement de perspective nécessaire. Au lieu de demander combien ça rapporte maintenant, la vraie question pour l'investisseur long terme, c'est est-ce que cette boîte sera encore là et capable de me payer et idéalement plus dans 5 ans, dans 10 ans? C'est cette projection qui fait la différence. Oui, cette projection basée sur la qualité réelle de l'entreprise, ses bénéfices, sa dette, sa stratégie. C'est ça qui distingue l'investissement réfléchi de la chasse au rendement immédiat, qui est souvent plus proche de la spéculation. Le vrai revenu passif, celui qui construit la richesse, il persiste. Discrètement peut-être, mais sûrement. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour la route, inspirée par la fin du texte. Si le meilleur dividende, ce n'est pas forcément le plus élevé, mais celui qu'on peut presque oublier tellement il est fiable et pérenne, Cette idée de l'oubli. qu'est-ce que ça implique pour nous, investisseurs? Peut-être que notre énergie devrait moins aller à chercher le rendement maximum à court terme, Bien sûr. et plus à identifier des entreprises vraiment saines, en qui on peut avoir confiance sur la durée. C'est une excellente question. Et si le rendement immédiat n'est plus le critère numéro 1, alors quels autres facteurs deviennent essentiels? Oui. La qualité du management, la force de la marque, l'innovation, la bonne gouvernance.
Qu'est-ce qui construit cette confiance à long terme? Voilà, une piste de réflexion pour continuer à creuser.